Bonjour Monsieur Guilla. Bonjour. On se demandait, puisqu'on est un peu dans la communication scientifique, nous aussi, et que dans la moyenne, les scientifiques en général, ils font pas tellement de communication volontairement. On se demandait donc qu'est-ce qui vous a poussé à le faire, parce que vous en faites depuis 2011, je pense. 2015. Depuis 2015, pardon. Et donc je me demandais par rapport à avant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans et pourquoi vous n'en faisiez pas avant de la communication que vous faites maintenant? Le problème, c'est que quand on est chercheur, on est amené à faire des recherches et on n'est pas dans un environnement où très souvent on doit faire face au public. Quand on est chercheur, on va publier une publication et puis on attend que ça se passe et puis voilà. En général, il ne se passe rien. L'université, de manière générale, va faire un communiqué de presse, va envoyer le communiqué de presse, et puis les médias vont prendre le communiqué de presse et faire un article sur vous. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que plusieurs fois, j'ai pu avoir accès, en tant que chercheur, avoir accès aux médias. Donc j'ai donné quelques entrevues à la radio, à la télévision, au Canada. Et en 2010, je suis parti de l'université de McMaster en Ontario, au Canada, et je me suis dirigé vers le Manitoba. Et là, le Manitoba, c'est la deuxième communauté francophone au Québec. Et au Manitoba, il y a des chercheurs qui parlent français, mais l'actualité des sciences au Manitoba était pratiquement, on va dire, inexistante. Donc ceux qui, avec différentes interactions et le fait d'avoir rencontré des gens, petit à petit a mûri en fait cette idée de faire de la communication scientifique. À la base, moi, j'avais aucune intention de faire de la communication scientifique. Moi, mon travail, c'était d'être un chercheur. Et petit à petit, à force de rencontrer des gens, cette idée de donner une information au public a mûri, et voilà, je me suis retrouvé d'un coup, du jour au lendemain, de sortir de mon laboratoire et d'aller à la radio et de faire des chroniques scientifiques à la radio. Et justement, ce public, vous arrivez à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui l'intéresse, et réussir à l'intéresser justement aux sciences, parce que c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai que les sciences, c'est toujours un petit peu difficile à faire comprendre. L'intérêt du public, il est là. Il est vraiment là. Et je le voyais déjà auparavant. Quand on va faire des actions pour différentes associations caritatives, souvent le public dit « Ah ben tiens, j'ai entendu la semaine dernière quelqu'un qui parlait de cette maladie ». Donc, quand on commence à avoir cette interaction et qu'on voit qu'en fait le public est demandeur, on va commencer à intégrer toutes ces informations et créer un segment, dans mon cas, un segment de recherche, un segment de communication scientifique à la radio et à la télévision. Et là, petit à petit, on voit les retours sur les emails de gens qui vous disent « Ah ben tiens, vous savez, je vous ai entendu ce matin à la radio, moi j'ai cette maladie, je suis très content de savoir qu'il y a des chercheurs qui travaillent pour moi. Je sais très bien que peut-être il n'y aura pas de médicament miracle qui va sortir d'ici 5 à 10 ans, mais au moins je sais qu'il y a des chercheurs qui sont là. » Donc on a des retours comme ça sur email, on a des retours maintenant sur Facebook, car très souvent les publications et les enregistrements sont mis sur Facebook. Donc là on voit aussi l'intérêt pour les différentes chroniques, les réactions, comme quoi que c'est bien, félicitations, continuez. Donc on a un retour, mais c'est vrai que c'est très difficile de quantifier les retours. Vous disiez qu'il n'y avait pas du tout de communication scientifique à Manitoba. Et donc je voulais savoir, puisque vous avez fait de la télé et de la radio, est-ce qu'il y avait ce genre de concurrence là où vous étiez avant au Canada ou donc au Canada en général, est-ce que vous avez des équivalences pour C'est pas sorcier par exemple ou la tête au carré? Donc moi je vais plutôt me focaliser sur ce qui est de la partie francophone. À Montréal, il y a Radio-Canada qui a différentes émissions à la télé, à la radio, les années-lumière, découvertes. Donc ce sont des émissions qui sont à peu près ce qu'on retrouve en France comme C'est pas sorcier ou comme E égale M6 ou on n'est pas des cobayes, où ils vont dans les laboratoires, où ils prennent un sujet et puis ils développent le sujet. Ça peut être des sujets biomédicaux,
mais ça peut aussi être des sujets physiques, astrophysiques, les étoiles. Donc c'est très diversifié. Il faut voir qu'ici on est au Canada. Le Canada, c'est pas la France, c'est un grand pays avec différents fuseaux horaires, différentes provinces, et qu'il y a une certaine façon de faire au niveau de la télévision qui est propre à chaque province. C'est vrai que si on parle d'un événement qui se passe au Manitoba, ça va intéresser les Manitobains. Ça ne va pas intéresser les gens qui sont à Vancouver, qui vont être à 7000 km de là. Donc il faut qu'il y ait toujours cette idée de proximité, de lieu, afin de créer et de générer un intérêt pour l'audience que vous avez en face de vous. Du coup, vous faites de la communication sur la région. Vraiment, vous restez régional et pas international ou sur le pays. Bon, effectivement, si vous regardez les chroniques des éprouvettes et des hommes, ce sont des chroniques qui ciblent exclusivement les chercheurs manitobains. Donc là, on voit vraiment l'intérêt de cette histoire de proximité. Et c'est des chercheurs qui sont là. C'est-à-dire matériellement, quand les auditeurs vont passer dans la rue, ils vont voir le building. Ils vont dire oui, c'est là-dedans que ça se passe. Or, de manière générale, quand on regarde ce qui se passe, quand on parle avec les gens, les chercheurs, c'est quoi pour les gens ? Les chercheurs, c'est le savant fou qui est dans son building. Puis voilà, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est une sorte de boîte noire. On sait vraiment pas ce qui se passe. La seule chose qu'ils voient, en fait, c'est de temps en temps l'information dans les médias. En France, on voit justement le chercheur comme quelqu'un dans sa petite tour d'ivoire, une petite espèce à part. Et c'est la même chose au Canada ? Au Canada, c'est comme je l'ai dit souvent, c'est cette image de boîte ou de laboratoire, mais je pense que dans les médias, les chercheurs sont un peu plus ouverts. Ils sont vus comme des personnes, tout un chacun. Et je pense que c'est un petit peu la différence avec la France, où la France, on a plutôt cet esprit de chercheurs, on ne pourrait pas dire l'élite, mais voilà, c'est les gens qui sont là, qui font des choses qu'on ne peut pas trop bien comprendre, et donc ouais, c'est vrai qu'il y a une différence notoire. Je pense que les chercheurs nord-américains sont, peut-être pas dire ça, mais ils sont plus accessibles. Ils sont vraiment plus accessibles. Et vous disiez qu'avec des éprouvettes et des hommes, vous visiez spécifiquement les scientifiques manitobains. Est-ce que votre émission de télé, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'elle a un plus grand public ou est-ce que c'est vraiment scientifique aussi, d'intention en tout cas ? Bien, on a une première limite pour l'émission télé, c'est qu'on doit rester au Manitoba. Donc là, ça c'est le premier facteur limitant. Donc forcément, ce qu'on va faire, on va aller voir des chercheurs manitobains. Maintenant, suivant l'orientation du sujet, on peut prendre un sujet qui a une envergure internationale, nationale ou internationale, et aller utiliser ces chercheurs manitobains pour s'exprimer sur le sujet. Et donc aller voir dans leur laboratoire, faire des plans dans leur laboratoire et s'exprimer sur le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas la liberté d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe, faire des grands reportages. Après, tout est une histoire de sous et de temps et de personnes. C'est la réalité du terrain. Du coup, réussir comme ça à traiter des sujets plus généraux au Manitoba, ça vous éviterait de dire la même chose dans vos deux émissions. Parce que du coup, vous restez toujours au Manitoba. Oui, tout à fait. Ça peut être dangereux, non ? C'est deux choses différentes. La radio, les chroniques de la radio, ce sont des chroniques qui réfèrent. On a différents modes, donc on a créé différents types de chroniques. Donc les premières chroniques que je faisais, c'était voilà, on prend un article scientifique qui a été produit au Manitoba, on déconstruit l'article et on explique l'article de manière simplifiée. Ça, c'était le premier type de chronique. Le deuxième type de chronique qu'on a, c'est on va interviewer, on va faire une entrevue d'un chercheur. Il faut qu'il soit francophone dans ce cas-là. Donc là, je réalise l'entrevue, on coupe les séquences, on envoie tout ça à la production. J'écris le script en fonction de ce que le chercheur m'a dit. Troisième type, c'est de mettre en avant des étudiants qui sont en doctorat, en post-doctorat, et de leur demander pourquoi ils sont arrivés là. Qu'est-ce qui fait qu'ils font de la science ? C'est pas tant le sujet de recherche qui est important dans ce cadre de chronique, c'est plutôt le cheminement. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce que quand ils étaient petits, ils jouaient déjà aux scientifiques à la maison ? Et la quatrième, pour revenir à ce que vous avez dit avant, cette histoire de localisation, on a essayé au mois d'octobre cette année
de faire 7 minutes, mais 7 minutes d'information nationale. C'est-à-dire que voilà, on prend 3 sujets en 7 minutes qui ont été produits au Canada au cours des 2 derniers mois et on explique les 3 découvertes scientifiques. Donc là, ça ne se limite plus au Manitoba, mais ça prend une envergure nationale. Et du coup, ces 7 minutes, vous savez si ça a fonctionné ou pas? 7 minutes, ça a bien fonctionné. Sur Facebook, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de partages et de vues. Donc à partir du mois de décembre, la semaine prochaine, je vais faire une émission, une chronique scientifique dans la série qui s'appelle Les Éclaireurs. Donc c'est une émission qui passe tous les soirs au Canada, mais qui passe de manière nationale. Donc là, c'est une chronique qui va être plutôt une chronique pan-canadienne, où je vais devoir parler d'un sujet aussi bien d'un sujet qui a été une recherche qui a été faite à Halifax, à Vancouver. Donc là, ça va vraiment englober le Canada. Donc c'est vraiment une couverture nationale. Et justement, vous avez reçu le prix, le Outreach Award de l'Université du Manitoba récemment, là, le prix de sensibilisation du public. Est-ce que c'est ça qui vous a aidé à avoir ce créneau ou est-ce que c'était dans les plans avant? C'était déjà dans les plans avant. Ça. Après, c'est vrai que ça apporte de l'eau au moulin. Donc ça amplifie peut-être le travail qui a été effectué en amont. Mais c'est vrai que c'est important de recevoir ce type de prix parce que ça montre qu'en fait, l'université est derrière. L'université supporte ce type d'initiative et surtout c'est en français dans un environnement anglophone, c'est de la science et puis c'est au Manitoba. Donc c'est vrai que la cible d'auditeur à la radio et à la télé est peut-être plus faible, mais ça ne change pas grand-chose parce que maintenant comme tout est sur Facebook, finalement c'est pas que centré au Manitoba. On a fait de la radio tous les deux là, et donc je voulais savoir par rapport au retour. Dans mon cas, en tout cas, il y a eu quand même un délai de plusieurs mois avant qu'on commence à avoir des propositions de collaboration, etc. dans mon émission. Et vous avez eu du succès plus immédiat ou est-ce que ça a pris du temps un peu avant de décoller à ce niveau-là? Ben là aussi, au début, c'est difficile à quantifier le succès. C'est très difficile. C'est vrai qu'au début, moi je suis parti de rien. Moi, je suis un expert dans mon domaine, en gastro-entérologie, et puis voilà, on m'a proposé de faire cette chronique, et voilà, tu commences mardi, voilà. Ok, mardi, je commence mardi. Donc c'est un petit peu, c'est difficile, il faut tout créer soi-même, faut écrire les scripts soi-même, faut trouver des sujets qui sont porteur, on va dire. Vous étiez tout seul au départ ou vous avez déjà une équipe autour de vous? Moi, je travaille tout seul. D'accord. En individuel, je fais tout moi-même. Les scripts, j'écris les scripts moi-même. Je choisis les sujets, j'écris les scripts. Je réalise les entrevues. Les entrevues, quand elles sont réalisées, c'est moi qui coupe les segments audio, que j'envoie tout ça à la production. Pour la télé, pareil, je choisis le sujet. Le fait que je sois chercheur me donne cette liberté et cette connaissance de savoir les différents endroits où on peut aller enregistrer. Et puis voilà, Radio-Canada, il y a le producteur qui arrive, on a un caméraman avec la caméra, et puis on y va. Et puis on enregistre pendant quelques heures. Et puis tout retourne à Radio-Canada, ils font le montage. Donc c'est un travail assez conséquent quand même. Merci beaucoup Jean-Éric Guillat d'être venu ici et d'avoir parlé de votre expérience de la communication scientifique. Merci à vous et merci de m'avoir reçu ici à l'Université de Strasbourg. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.